3, 2, 1. Knicks on Friday night, MSG is the place to be. Oh no! On Monday, and it was on Tuesday, and it was ooh on Wednesday. Gave her what she wanted through to Sunday. Il y a un moment, je dis, faut mettre des statements. Pas un jour, pas une semaine sans qu'on parle des New York Knicks. On est de retour. On avait profité du lundi de Pâques pour faire un petit break. Et la série n'était que lancée. Là, elle est très très bien lancée. On a beaucoup de choses à dire, encore une fois. Et je suis encore fidèlement accompagné par Seb, le Gaulois, Choubix, le Seb. Seb, comment tu vas ? Eh ben écoute, ça va. Ça va. Ouais, ça va. Le petit cœur tient toujours parce qu'on a quand même des séries qui sont interdites au cardiaque. Les Knicks nous font vivre des émotions dans tous les sens. Avec tous les scénarios possibles et inimaginables. Mais oui. C'est vrai que cette série est assez haletante, quoi. C'est les playoffs, c'est une belle série de playoffs, je pense, on pourra le dire. En tout cas, on vit ces matchs à fond, avant, pendant et après. Et là, on est encore avec vous pour une petite heure, ou plus, on verra, pour se dire tout ce qu'il y avait à raconter dans l'actualité Orange and Blue sur la semaine passée, sur ce début de premier tour des playoffs. Peut-être que ça s'arrêtera là pour les Knicks, peut-être que ça va continuer. On va parler de tout ça, on va se projeter aussi un petit peu sur la fin de l'émission. Donc on perd pas plus de temps, on balance le petit jingle et c'est parti pour l'épisode 122 de Have a Knicks Week. Let's go. Et oui, les playoffs, c'est tout autre chose. Hein. On aime bien la saison régulière, elle est passée vite, mais les playoffs, ça passe déjà très vite. Hein. Déjà 4 matchs de jouer et une ambiance de folie. Des matchs à rebondissement, des petites déclarations, des projections, des critiques, des analyses, des dramas, tout. Il y a déjà tout. Seulement 4 matchs de jouer. Eh bien, en tout cas, on kiffe et c'est la période de l'année qu'on préfère dans le basket. On espère que ça durera le plus longtemps possible. Et bien, et aussi côté New York, on voit la ville qui rassemble ses supporters dans des zones de viewing party improvisées. Bon, pas vraiment improvisé, on connaît les Américains, leur sens de l'organisation et du spectacle. En tout cas, il y a des viewing parties en extérieur, le printemps est là et ça aide. Et ça permet aux fans des Knicks aussi de supporter leur équipe quand ils jouent on-road. Il y a eu 2 matchs dans le Michigan à Détroit. La série revient pas plus tard que cette semaine et pas plus tard que demain soir, dans la nuit de mardi à mercredi au Madison Square Garden. Ça s'annonce chaud, bouillant. Ça l'était déjà pour les 2 premiers matchs à New York. Ça l'était aussi dans une atmosphère différente avec des FGB. Tiens donc, c'est bizarre ça. À Détroit. Mais voilà, en tout cas, ça fait plaisir aussi de voir une ville et une population qui se mobilise derrière son équipe et de voir ces images qui sont un peu inhabituelles. On n'avait pas vraiment souvenir de viewing party en extérieur du côté de New York. Et ben voilà, ils profitent du beau temps et de pouvoir proposer des moments de rassemblement aux fans qui n'ont pas la possibilité d'aller à Détroit. Hein. Détroit ne voulait pas des fans des Knicks dans leur salle. Non. Ils voulaient pas. Hein. Ils voulaient pas voir l'effet de masse qu'on avait pu avoir la saison dernière à Philadelphie. Et pourtant, il y en a certains qui se sont glissés là-bas, des célèbres, d'autres un petit peu moins, des personnes qu'on connaît, qu'on salue, Baptiste au passage, les sœurs de OmniFan qui étaient également présents, Spike Lee, bon, ouais, on le salue Spike, Ben Stiller, Timothée Chalamet, c'est ça aussi, un fan franco-américain, fan des Knicks, Et voilà, de en tout cas, foot. il profite. Comment ? Et de Saint-Etienne en foot. Eh oui. Et de Saint-Etienne en foot. Ça, je ne le savais pas. Voilà, voilà. On en apprend un petit peu tous les jours. Et quelque chose qu'on a appris. Tiens, belle petite transition. La semaine dernière, c'était pas forcément dans le calendrier. Et pour autant, on attendait des histoires de Worlds. Mais l'annonce faite par la NBA qui va une nouvelle fois s'exporter, où ça, à Abu Dhabi. Abu Dhabi, ouais, vous savez, l'histoire du sponsor maillot. Alors moi, je ne l'ai pas sur ce maillot-là. Il y en a qui l'ont sûrement sur le sponsor maillot de cette saison. Abu Dhabi Experience, c'est le partenaire officiel, le sponsor maillot depuis cette saison des New York Knicks. Et ben, qu'est-ce qu'on retrouve au programme des matchs de Abu Dhabi en octobre prochain ? Les New York Knicks. Tiens donc, quelle heureuse et curieux hasard. Ils auront l'occasion de se confronter aux Philadelphia Sixers, avec ou pas Joel Embiid, avec ou pas Playoff P et Paul George, on verra, avec ou pas Tyrese Maxey, on pense que oui, avec ou pas Gershon Yabusele, ça c'est une autre histoire.
Quentin Grimes, il va re-signer ou pas à Philadelphie? On verra tout ça, mais en tout cas, au mois d'octobre, et oui, ça y est, c'est officiel, c'est tombé début octobre. Alors, il y a 2 matchs, je crois que c'est le 2 et le 4 octobre. En tout cas, vous voyez ça défiler dans les images. Les Knicks vont se rapprocher de nous. Alors, se rapprocher d'un point de vue créneau horaire, d'un point de vue kilomètre, il y a quelques kilomètres à faire pour aller les voir jouer là-bas. Mais voilà, 2 matchs de pré-saison. C'est souvent que la NBA organise des matchs de pré-saison à Abu Dhabi depuis quelques années maintenant, avec toujours des grosses équipes. On a pu voir passer les Minnesota Timberwolves, il y a 2 saisons de ça, Dallas, les Nuggets, Boston. Bah là, les Knicks qui retrouvent de la crédibilité, qui retrouvent peut-être un aura type contender. Alors, est-ce que Philadelphie le sera la saison prochaine? À voir. Mais en tout cas, c'est eux qui ont été choisis, bien aidés par les sponsors maillots, ça c'est sûr, pour ouvrir la pré-saison, la saison prochaine. Donc ça fait loin déjà, puisqu'on est en fond dans les playoffs, mais on parle déjà d'octobre. Et qui sait, peut-être que la KNF organisera quelque chose. Si vous êtes intéressé, en tout cas, faites-nous signe d'aller faire ce déplacement dans des coins du monde qui attirent pas mal de tourisme, pas mal de critiques aussi. Mais bon, voir les Knicks jouer, c'est toujours un événement en soi. Et puis pouvoir vivre une expérience avec une proximité aussi auprès de certains joueurs, ça peut être intéressant. Donc voilà, on est en train de travailler, réfléchir à voir si on peut organiser quelque chose. On avait déjà fait le déplacement quand les Knicks s'étaient déplacés à Londres pour les matchs, les Global Games. Cette saison, on le sait, il n'y aura pas de match à Paris. Ça se profile plutôt du côté de Manchester, une ville plutôt foot, mais voilà. Et peu probable que les Knicks soient encore du déplacement. Ça ferait 2 déplacements en cours d'exercice NBA. Bon, je pense pas que la NBA remettra les Knicks au programme pas à Londres, mais à Manchester. En tout cas, voilà. Si vous voulez les voir jouer et non pas à New York, il y a peut-être quelque chose à faire et ça se passera à Abu Dhabi en octobre prochain. En tout cas, l'association, elle fait des choses, elle fait des actions. Elle en a fait pas plus tard que hier soir, dans la soirée de dimanche à lundi, pour le fameux Game 4, le match 4 des playoffs de ce premier tour de la série face aux Detroit Pistons. Et voilà, une nouvelle KNF Viewing Party victorieuse. Donc ça commence à en faire beaucoup. Il va falloir qu'on fasse le bilan victoire-défaite. Je le dis à chaque fois, mais il va vraiment falloir qu'on le fasse pour voir où on se situe en termes de bilan. Est-ce que la KNF porte chance aux Knicks en playoff? Visiblement, là, ça se passe plutôt pas mal. On verra si on a l'occasion de pouvoir vous proposer une seconde date au second tour. On va rester à l'affût. Pour l'instant, le calendrier du second tour n'est pas connu. Pour l'instant, les Knicks ne sont pas encore qualifiés non plus. Donc, chaque chose en son temps. Mais restez à l'affût des réseaux sociaux. On saura vous communiquer ça dès lors qu'il est possible de faire quelque chose à une heure décente. On organise toujours ça en prime time français. Et au second tour, il est probable qu'il y ait des opportunités. Les Knicks n'avaient pas pu être à l'affiche pour le Game 1. Ils étaient plutôt en deuxième partie de soirée. À voir pour un début de second tour face peut-être aux champions sortants. Bon, ça, c'était les réjouissances de début de semaine, de début d'émission. On n'aime pas trop commencer les émissions avec des moments un peu plus tristes, un petit peu plus sérieux, un petit peu plus lourds. Et malheureusement, si la soirée de dimanche était belle plutôt côté Knicks, elle a été entachée par une disparition. Le regretté Dick Barnett nous a quittés. On savait qu'il était en état de santé plutôt fragilisé depuis quelques temps déjà. Ses rares apparitions au Madison Square Garden n'étaient pas forcément très rassurantes sur l'état de santé de ce vétéran des Knicks, un ancien joueur qui a brillé lors des années où les Knicks ont été champions. On s'en rappelle avec son tir assez caractéristique, ses 2 petites pattes levées au moment de son impulsion, de son jump shoot, qu'on n'a jamais revu. C'était vraiment son signature move à lui. Dick Barnett qui est... Julius, des fois, quand il y avait faute, il le fait. Ouais, mais c'était pas avec la même élégance, la même grâce que Dick Barnett. Bon, forcément, Julius Randle, déjà, et le terme élégance, c'était pas des choses qui allaient vraiment ensemble dans une même phrase. Même si c'était un joueur qu'on a respecté, qu'on a apprécié. Mais Dick Barnett, qui nous a quittés. Il a fait son entrée au Hall of Fame assez tardivement. C'était lors de la dernière QV, il n'avait pas pu être présent, il avait été représenté par des membres de sa famille ou de son entourage, bref. Dick Barnett, qui a son numéro retiré au plafond du Madison Square Garden. Donc dorénavant, lorsque vous leverez les yeux en haut du plafond du Madison Square Garden pour
remémorer, on va dire, ces différentes légendes, vous aurez une pensée pour Dick Barnett qui nous a quittés, qui rejoint Willis Reed, Dave DeBuschir et McGuire qui ont également Ouais. quitté cette planète. L'équipe il y a de quelques années de 70, ça. elle commence à prendre. Et ouais. Ouais. Donc oui, pas tout jeune, et c'est en ça où aussi on relativise et on continue d'apprécier Walt Frazier, qui fait peut-être ses derniers playoffs au micro cette saison. La saison prochaine, à voir s'il officiera toujours lors de rencontres d'Enix en playoff, affaire à suivre. Mais voilà, ça nous rajeunit pas tout ça. Bon, Dick Barnett, on l'a pas connu, On l'a pas on l'a connu. vu plutôt par des images d'archives. Il y a quelques matchs qui restent encore sur notre chaîne également, où on peut le voir à l'œuvre. Donc voilà, si vous voulez avoir une dernière pensée pour Dick Barnett, eh bien voilà, il y a quelques matchs où vous pouvez retrouver cette légende d'Enix. Bon, un joueur légendaire en cache un autre. La légende, elle s'écrit chaque saison et s'écrit aussi chaque post-season. Jalen Brunson, bah oui, on s'est plutôt accordé sur le choix du maillot aujourd'hui et du numéro à afficher. Si Dick Barnett c'était le numéro 12, si le numéro 10 de Walt Frazier a été retiré, le numéro 11, il fait tout pour écrire son histoire en lettres majuscules dans la légende des Knickerbockers. Et ça sera cette saison avec un award de plus. Enfin, un award de plus, un award individuel. Hein. On avait déjà eu des sélections All-Star titulaires. Et bien cette saison, il est Clutch Player of the Year. Dans une finale avec Anthony Edwards et Nikola Jokic. Excusez du peu en termes de belle compagnie pour la finale de cet award. C'est cette semaine, enfin la semaine dernière en tout cas, que les choses ont été officialisées, qu'il est officiellement le joueur le plus clutch de l'NBA cette saison régulière. On peut voir qu'en playoff, il a gardé ses capacités de clutchitude, qu'il ne baisse pas en régime, voire il augmente en régime, notre ami JB. Et voilà, c'est un award qui fait plaisir. C'est pas le award le plus attendu, le plus reluisant, on va dire. On est loin des MVP, des MIP, voire des Deepoy. Mais ceci dit, c'est aussi un signe du caractère et de la qualité de jeu de Jalen Brunson, qui est un joueur que les défenses ont beaucoup de mal à freiner, et d'autant plus dans les fins de match. Un joueur qui fait la différence. Et on l'a encore vu cette semaine en playoff. Donc voilà, un award mérité, je pense, et qui permet de célébrer une belle saison tout de même de la part d'Enix. On attendait peut-être un bilan collectif au-dessus. On attendait peut-être des matchs un peu plus convaincants face à des grosses équipes. On verra en playoff si ça peut arriver. Mais en tout cas, à titre individuel, pas grand-chose à dire sur la saison de Jalen Brunson. On aimerait le voir peut-être un peu plus passeur parfois. Mais bon. Quand il faut être clutch, quand il faut mettre des paniers qui comptent, ça il sait faire. Et la NBA l'a reconnu. Alors bon, ça fait toujours grincer des dents dans la communauté. Certains vont dire ouais mais mon joueur à moi, il marque plus de points, l'équipe a plus scoré. Je tairai le nom de certains fans des Cavs. Oups. Mais voilà, à un moment les chiffres sont là aussi dans les moments où ça compte. Et parce que cet award tient compte de certains critères pour un nombre de points marqués dans les toutes dernières minutes avec un score serré. Voilà, quand les joueurs scorent et que le match est déjà plié, bah oui, ça a un petit peu moins de côté clutch. Et bien avec ces différents critères, JB était le meilleur marqueur, le meilleur pourcentage, voilà, donc c'était lui, tout simplement. Une sorte d'évidence. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de cet award pour JB? Bah, c'est Au-delà logique. du côté mérité. Ouais, Ouais. non, mais c'est aussi une reconnaissance de la part de la NBA, de ce joueur qui montre année après année son apport dans l'effectif des Knicks, son impact sur le déroulement d'un match. C'est un joueur voilà, qui est fait pour New York. Et en plus de ça, il fait gagner. Donc c'est pas, tu vois. Donc quelque part, voilà, ça le fait rentrer aussi dans une sphère de, j'ai aussi gagné un trophée individuel. Même si c'est un trophée récent, mais ça reste quand même un trophée individuel qui sera noté et gravé dans le marbre dans le futur. Qui était le joueur clutch de cette année-là? C'était Jalen Brunson. Et donc voilà. Est-ce que tu te rappelles qui était le joueur clutch la saison dernière? Je crois que c'était De'Aaron Fox. Non, c'était il y a 2 saisons. L'année dernière, c'était Steph Curry.
Eh ben, alors, tu vois, mais tu vois, j'allais dire Fox L'un ou l'autre. et Curry il y a 2 ans. Et en fait, bon, bah, c'était l'inverse. Non, c'est un Mais trophée qui est assez récent, un award qui est assez récent. J'ai un doute. Non, voilà. Il porte le nom de Jerry West, un joueur qui était clutch au demeurant, qui n'a pas eu la carrière reconnue, même si voilà, il a sa bonne place. Alors pas sur ce jersey-là, parce que c'est un autre joueur marquant qui apparaît sur mon maillot, mais en tout cas, le logoman, on le sait, c'est Jerry West. Mais voilà, c'est le Jerry West Award, et que 3 saisons pour cet award. Et on a vu Jalen Brunson qui était dans les votes, en tout cas sur les précédentes saisons, donc il a grimpé un petit peu les places, les échelons, pour être clutch de saison en saison. Et cette saison, bah voilà, il viendra mettre son nom derrière De'Aaron Fox et Steph Curry. Alors on l'a pas vu encore honorer son trophée, il n'y a pas été remis puisque les matchs qui ont eu lieu après la déclaration, l'officialisation de cet award ont été à Détroit. Donc peut-être qu'au Garden, pour le match 5, il y aura un petit moment, bravo JB, et la remise du trophée officiel au centre du parquet du Madison Square Garden. En tout cas, voilà, félicitations à lui. On savait le joueur qu'on avait dans les mains, le joyau qu'on a dans les mains au New York Knicks, et c'est officiellement le joueur le plus clutch de la saison régulière. Ça, c'est un fait, ça ne pourra pas être retiré. Bon, on va reparler du jeu un peu. Les awards, c'est bien. Les annonces, c'est bien. Il y a eu pas mal de choses sur ce début de série. Pas mal de choses à dire, pas mal de déclarations, voilà, des inquiétudes, des regards aussi sur la façon dont c'est coaché, la façon dont les rivalités et les oppositions se font, les ajustements, ce qui se passe en tribune, l'arbitrage aussi qui fait beaucoup parler, et encore plus à l'issue du match 4. Il y a eu des déclarations dans la presse, par les conférences de presse. On savait que Malik Beasley avait pas trop peur de Karl Anthony Towns. On a vu Karl Anthony Towns un petit peu effacé. On a vu un campaign, au contraire, qui s'illustre sur un match 1 et qui disparaît face aux fautes et face à un coaching lors du match 2. On a eu aussi, on n'en a pas parlé, Ariel Portier qui est redevenu available, mais qui n'a pas rejoué. On a eu un Mitchell Robinson qui était un petit peu malade, mais qui a finalement tenu sa place pour le match 4. Bref, il y a eu déjà beaucoup de choses. On va dérouler ensemble le fil, le résumé vidéo des matchs. Seb, qu'est-ce qu'on retient de ce début de série où on le rappelle finalement, hein, vous le savez, les Knicks mènent 3-1. C'est très serré, c'est très physique, ça se joue à pas grand chose, à tout un tas de détails sur chacun des matchs. Il n'y a pas à proprement parler une domination Knicks, même si d'un point de vue bilan, oui, 3-1, tu domines ta série, tu es à une manche de te qualifier, mais dans le fond, dans le déroulé des matchs, il y a eu à chaque fois des matchs peut-être avec des storytelling différents sur ces 4 rencontres. Qu'est-ce que toi tu veux en retenir, sur quel match tu veux revenir en particulier? Voilà, quel est comment tu as vécu ce début de playoff pour les Knicks? l'écart 3-1 est assez flatteur pour la franchise new-yorkaise. Tant les matchs se suivent, mais ne se ressemblent pas, mais il y a des similitudes quand même, notamment dans certains aspects. Déjà, si on est à 2-0 au bout du premier match, enfin au bout des 2 premiers matchs, c'est presque pas scandaleux. Parce que bon, le premier on le prend sur un quatrième quart divin qu'on ne refera plus jamais. Tu veux dire si on est à 2-0 ou si on est à 0-2? Si on est à 0-2. Oui, parce Si on est à- qu'on rappelle, à l'issue des 2 matchs au on Garden, était à 1-1. les Knicks étaient à 1-1. Et donc on s'en sort sur ce match 1, sur ce quatrième quart-temps exceptionnel où Boston, les Detroit Pistons étaient KO debout et les Knicks en ont profité. Mais il y a une similitude sur tous les matchs, c'est le retour des vestiaires dans le troisième quart-temps. Et il y a ce que je m'amuse à appeler le New York Knicks basketball troisième quart-temps, où pour l'instant les 4 matchs, nos troisièmes sont désastreux à chaque fois. Et au lieu d'arriver à soit consolider une avance, soit de prendre de l'avance, on se fait toujours sur ce troisième quart-temps recoller au score.
Et c'est vrai que c'est assez dommage, je trouve ça assez triste parce que bah, du coup, bah, il faut batailler pour revenir dans le quatrième. Alors dans le quatrième, il y a comme une sorte de renouveau à chaque fois. Mais bah, cette équipe, en tout cas, des trois Pistons, est bien plus accrocheuse que ce que certains pouvaient penser. C'est qui est une En saison, pardon, on avait été accrochés, hein. Les Pistons avaient gagné 3 rencontres. Alors bon, des matchs espacés dans le temps, avec des absences des uns des autres. Voilà, c'est pas Mais là, un bilan de régulière face à une équipe n'est pas forcément une opposition avec des matchs rapprochés. Ça, mais là, on le sait, on l'a vu. tu prends, hormis le premier match où il y a eu 11 points d'écart, c'est le Mm. plus haut écart de toute la série. Sinon, c'est très accroché, quoi. Tu prends le deuxième match, tu le perds 194, donc 6 points Mm. d'écart. Le deuxième, le troisième, 118-116. Et le dernier, très controversé, 94-93. Donc On c'est n'est vrai pas que sur des gros volumes de scoring non plus. on n'est pas. Ah bah, t'as quand même 2 matchs sur 4, ça va au-delà des 110 points quand même. Donc, Côté Knicks, on a coincé 2 fois, enfin sous les 100 points pour une équipe qui normalement a un potentiel offensif. On l'a vu sur le match 3. 4 joueurs du starting 5, bon, heureusement qu'ils sont là parce que le banc, c'est toujours une affaire compliquée côté new-yorkaise, à plus de 20 points, quoi. C'est quelque chose qui est assez rare aussi. Et pour autant, voilà, ça passe, mais ça passe ric-rac aussi encore dans ce match-là. Voilà, c'est l'ambiance playoff aussi. Les possessions parfois sont ralenties, les luttes au rebond, même si elles vont pas toujours dans le sens des Knicks, bah, sont très physiques, sont très intenses. Et on l'a encore plus vu à la fin du match 4. L'importance du rebond dans cette série. Ouais, il y a beaucoup d'éléments. On a des joueurs aussi qui sont passés au travers par moments ou totalement sur cette série. Moi, j'ai beaucoup aimé le premier match d'Oggi Anunoby et sa grosse défense sur Cade Cunningham. Cade Cunningham qui découvrait les playoffs. Et alors, est-ce que c'est le côté je découvre les playoffs, je couvre le Madison Square Garden, les lumières sont trop brillantes. Voilà, sur ce tout premier match, il y a eu une défense exceptionnelle des Knicks et surtout d'Oggi Anunoby sur Cade Cunningham qui lui ont fait vivre l'enfer. Heureusement pour les Pistons, il y avait du Tobias Harris, il y avait peut-être du Tim Hardaway, du Bisley un peu par-ci par-là. Il y avait d'autres joueurs qui ont su prendre le relais, mais le plan de jeu numéro sur le match 1, c'était de verrouiller, de limiter, de freiner en tout cas Cade Cunningham. Cade Cunningham qui depuis a retrouvé ses sensations, a retrouvé son jeu, a retrouvé peut-être aussi plus de facilité, un peu aidé par l'arbitrage, même si c'est pas forcément scandaleux la façon dont Cade est arbitré, loin de là ma moi, pensée. je suis pas spécialement choqué par Non, non, façon c'est dont il est arbitré. Hein. Cade Cunningham, je c'est un joueur qui quand même est un meneur grand, physique. qui va souvent au cercle. Sur l'ensemble des playoffs, il a 6 lancers francs par match. Enfin, 6 lancers francs. Ouais, mais voilà. On va pas dire que c'est un joueur qui est particulièrement sifflé. Même si sur le match 2, il y a eu des fautes qui ont rapidement été sifflées sur sa défense. Oggi Anunoby, le rayonnement qu'il avait eu défensivement sur Cade, la façon dont il l'avait un peu verrouillé d'entrée de jeu sur le match 1, il n'a pas pu avoir la même efficacité défensive sur le match 2. Donc voilà, il y avait peut-être aussi une façon de rééquilibrer. Cade a peut-être retrouvé ses sensations, était moins crispé par rapport à l'enjeu de découvrir les playoffs. Donc voilà, il y a eu un petit changement dans la façon dont il a été pris. Et depuis, Cade fait sa série, je serais tenté de dire, au niveau à laquelle on l'attend, quoi. Ouais. Il rayonne, il distribue, il est compliqué à freiner lorsqu'il s'approche du cercle, parce que voilà, il a un côté volant, il a une maîtrise de son rythme qui est très plaisante à voir. C'est un style totalement différent du duel qui l'oppose à distance avec Jalen Brunson, qui est un joueur qu'on adore, bien sûr, qui a peut-être plus d'adresse extérieure. Même si ça, les 3 points, on va peut-être en parler. Mais voilà, ouais, il fait sa série, quoi. Il fait sa série. Le match 1 était peut-être un épiphénomène il passe à côté, quoi. Depuis, il s'est réveillé, quoi. Et encore, il passe à côté à 21 points, 12 passes, 6 rebonds. Oui. Mais dans l'impact, il a été quand même freiné. Moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup, Cade Cunningham.
j'aime beaucoup le joueur, sa façon de jouer. Le mental Et a l'air bon aussi, c'est pas un mec qui semble se la raconter, il a l'air d'avoir la non, tête sur les épaules et non, c'est plutôt plaisant ouais, ouais, de non, voir ça dans cette NBA, quoi. y a pas de je chambre quand on est à plus 12 ou 15 et je fais la gueule que quand on est mené, tu vois, à la Liberton. C'est un joueur qui a toujours, ouais, est focus, comme Jalen Brunson, qui sait ce qu'il veut faire, qui sait comment il veut faire et qui sait aussi comment bonifier ses joueurs. C'est-à-dire qu'il a quand C'est même ça. un super jeu de passe à la Trae Young, mais à côté de ça, il a ce côté également slasher, hein, avec une facilité, vu qu'il est long, de finir au cercle. Il a également un petit shoot à 3. Non, non, c'est un super joueur. C'est un super joueur. Hein. Kate Cunningham, un super joueur. Hier aussi, quand tu vois, il a du mental, il a de la tête. Quand il voit que Ouais. Ron Holland, qui semble être un cerveau cramé, ce type-là, aller C'est une mèche limite courte, quoi. à venir avec aux mains 4. limite avec 4 et qu'il le pousse en mode oh Calme-toi, on n'est va pas pas là te pour shooter là. ça. Ouais. Surtout qu'ils étaient sur un petit run, tu vois. Donc non, bon. De toute façon, on le Un savait. leader. On le Un savait. leader. C'était un leader. C'est le franchise player des Detroit Pistons. On savait que c'était leur arme offensive la plus dangereuse de cette équipe. Il se révèle enfin, c'est-à-dire que au moment de sa draft, tout le monde le présentait limite comme un joueur générationnel. Je sais que c'est un terme un peu galvaudé dans le sens où à chaque draft on a un joueur générationnel. Voilà, ça avait mis un peu de, ça avait mis un peu de temps. Des blessures. Des blessures. Il y a eu des blessures. Et puis là, en fait, si les Pistons ont fait cette saison-là, c'est surtout parce que Kate Cunningham a été le chef d'orchestre. Donc, Il a passé un cap et il a été un peu épargné par les blessures, ce qui lui a permis d'avoir une saison pleine. Et voilà, il y a l'apprentissage de la NBA qui prend du temps. Moi, il y avait juste un petit truc qui m'avait dérangé, mais c'est plutôt d'un point de vue de l'organisation des Pistons, le fait d'avoir retiré un numéro 2, je sais même plus qui le portait à Détroit, pour lui donner. Ah, je trouvais que c'était un peu abusé. Ok, numéro 1 de la draft, mais en gros, t'as rien prouvé en NBA. Tu veux un numéro qui est retiré, bah prends-en un autre, c'est pas grave, quoi. Enfin, je veux dire, il y a un moment, à quoi bon retirer des numéros si c'est pour les redonner derrière, quoi. Ouais. Je voyais pas le. Ça m'avait choqué, ça faisait un peu le côté. On en fait trop vite sur ce joueur qui a pas encore le montré en numéro NBA. qui avait été retiré en l'honneur de Chuck Daly. Ouais, voilà, par rapport aux 2 titres de champion. Donc ça avait été fait Exactement. en accord avec la famille et tout, mais je trouvais que ça faisait très mauvais genre. Même si c'était son numéro fétiche, bon, t'arrives dans une franchise, il y a une histoire, il y a quelque chose, il y a des gens qui sont passés avant. Toi, t'as encore rien prouvé dans cette ligue, t'as tout à prouver. Peut-être qu'au bout de 2-3 ans, ta carrière, elle est bidon, et on aura retiré un numéro qu'on aura redonné. Voilà, donc ça me dérangeait fortement. Depuis, rien particulier à dire sur ce joueur. On le découvre encore plus cette saison. Là, les playoffs le mettent en lumière. Le match 1, je dis qu'il a été peut-être dépassé par l'enjeu, oui et non, parce qu'il fait son match aussi, mais il a été plus contrarié, il n'a pas eu la réussite qu'il voulait, il a été très bien défendu. Ça n'a pas pu être le cas sur le reste de la série. Depuis, il fait sa série. Il a toujours OG Anunoby en chien de garde numéro 1, Mikal un petit peu en numéro 2, ça alterne avec Josh. Et pour autant, il arrive à mener l'attaque de ces Pistons de la meilleure des façons possibles. Voilà, tu sais que la réussite des Knicks passe par couper la tête du serpent en fait. C'est-à-dire que c'est lui le cerveau de l'équipe, c'est lui qui mène Le tout distributeur ça. aussi. Et Le ouais, distributeur parce qu'il attire de l'attention et on voit pas mal de les, alley-oop en backdoor. il faut couper tout ça, quoi. Il faut couper les lignes de passe, il faut couper ses connexions avec son intérieur. Et c'est pas évident parce que justement, tu vois, tu le dis avec Jalen Duren, Jalen Duren nous fait mal à l'intérieur, hein, un joueur Très physique, très euh, mobile. qui prend beaucoup de rebonds, alors que bon, on a quand même des joueurs notamment envoyés, mais il a quand même une chance du rebond lui. Et du coup, il y a quand même cet axe 1-5 jeune, prometteur dans l'avenir, qui, Qui marche chez eux. qui marche pas mal. Même si je trouve que depuis le game 2 raté des Knicks, et il y a eu quand même pas mal de critiques Voilà. sur le manque de jeu de passe entre le 1 et le 5 chez nous, donc entre Jalen Brunson et Karl Anthony Towns, j'ai trouvé qu'il y avait eu une autocritique assez précise de la part de Jalen Brunson qui avait dit non, non, mais c'est ma faute, c'est moi, on sait que de toute façon, il ne fuit pas ses responsabilités. On le connaît, le JB. Effectivement, le match 2 nous a pas mal déçus. Une défaite courte, c'est sûr.
Voilà, des coups de sifflet ou autres qui auraient pu peut-être influencer le résultat final d'une autre façon. Mais c'est perdu, c'est perdu. Les Knicks étaient chez eux. Les Knicks, normalement, après un énorme comeback, parce qu'il faut le dire, hein, le 21-0 dans le quatrième quart au Game 1, c'est des choses qu'on voit assez rarement en playoff. Sur un match 1, les Knicks s'en étaient très bien sortis de la sorte, mais du coup, on pouvait se dire, ça fait une petite piqûre de rappel. Au match 2, les gars, vous verrouillez la rencontre, vous avez un contrôle de la rencontre, vous êtes chez vous. Voilà, il faut finir ces 2 matchs au Garden avec un avantage de 2-0 pour voyager tranquille à Détroit et pas redonner de l'espoir à des Pistons qui n'ont rien à perdre dans cette série. Il y avait eu de la critique sur le match 2 parce qu'on a eu un Karl Anthony Towns qui n'a pas shooté, qui a peut-être pas eu assez de ballons. Il a pris 3 shoots en seconde mi-temps. Il finit la rencontre à 10 points. Et on avait peut-être une caricature du jeu avec tout pour Jalen Brunson. Éventuellement, non, oui, c'était tout pour Jalen Brunson. Et on s'est dit, mais en fait, JB, t'as beau marquer 35-37 points à l'issue du match 2, si tu n'impliques pas tes coéquipiers, tu es extrêmement prévisible en termes de défense et tu vas te heurter à chaque fois à 2-3 joueurs en face de toi qui vont essayer de t'empêcher de marquer. Bon, spoiler, l'équipe adverse n'arrive pas à empêcher Jalen Brunson de marquer. Mais en tout cas, ça casse le rythme du jeu, ça fait perdre la dynamique de ses coéquipiers. Et à quoi bon avoir un Karl Anthony Towns, qui est peut-être un des meilleurs shooters à 3 points au large, en tant que stretch fives, si finalement on ne le fait pas shooter, si finalement on ne base pas aussi une partie de l'attaque dessus, autant dans ce cas-là mettre un Mitchell Robinson qui va apporter de la défense, va apporter des rebonds, et qui lui, de toute façon, ne va pas être utilisé en attaque comme étant un élément de relais derrière Brunson. Donc il y a eu pas mal de critiques à la fois sur Kat, où on s'est dit mais tu te caches, t'as peur, ça y est c'est le Kat qui bafouille son basket, qui se planque en playoff, voilà, surcoté. Et puis il y a eu aussi des critiques sur Brunson, sur bah ouais mais Brunson à un moment on passe le ballon, t'es meneur, tu fais pas de passe. Alors bon, dans les faits, sur le match 2, Jalen Brunson a fait plus de passes que Cade Cunningham. C'est un petit peu paradoxal, lorsqu'on sait aussi l'implication que Cade peut avoir vis-à-vis de ses coéquipiers. Mais pourquoi peut-être moins de passes de Cade sur ce match-là, sur ce match 2 ? Bah parce qu'il n'y avait pas de réussite à 3 points de la part de Beasley, de la part de Tim Hardaway Jr. Donc ça, effectivement, si tu fais des passes et que les joueurs ne marquent pas leur panier, là, ça compte pas comme passe décisive. Mais voilà, il y a eu pas mal de critiques. Il y a eu des critiques forcément sur Tom Thibodeau, qui est critiqué comme n'importe quel joueur, comme n'importe quel membre de cette équipe des Knicks, sur le plan de jeu. Bah oui, est-ce que Kat ne marque pas, ne shoot pas parce qu'il n'est pas mis en situation de pouvoir prendre des tirs ? Bon, des réponses un peu vaseuses de la part de Thibodeau qui dit bah ouais, moi je ne demande pas à mon joueur de shooter quand il est pris à 2-3. Bon, sur le principe, oui, on peut comprendre. Et en même temps, on peut aussi penser que Karl Anthony Towns a une certaine capacité à se créer son shoot. Et il l'a dit lui-même, oh, moi des prises à 2-3, j'en ai eu toute ma carrière, je sais faire. Bon. Eh bien, la réalité, c'est que le match 3, il y a eu réaction de tout le monde. Et c'est aussi ça qui a permis de montrer une certaine force de caractère de la part des Knicks, parce que dans un environnement à Détroit, qui était compliqué, hein, la défaite au match 2 a semé le doute dans la tête de beaucoup de monde, des joueurs en particulier. Les Mika, les OG, qui n'étaient pas en réussite du tout non plus sur ce match 2, eh bien, se sont retrouvés à être en réussite sur ce match 3. Le starting five a été en réussite. Le banc, c'est toujours une équation difficile côté new-yorkaise, mais en tout cas, il y a une réponse collective avec des temps forts de différents joueurs. Un Karl Anthony Towns qui s'est tout de suite montré plus offensif, plus à son aise, qui a marqué déjà plus de points en une mi-temps que ce qu'il avait fait sur tout le match 2. Et un Brunson aussi qui a impliqué ses coéquipiers. Et un Brunson qui s'est montré, encore une fois, clutch. C'était à l'issue de sa remise de trophée, enfin du fait qu'il avait été nommé comme le joueur le plus clutch de la saison régulière, bah, il s'est montré encore une fois clutch dans le match 3, et un match 3 dans une ambiance, Détroit, ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus en play-off, mais le public était chaud bouillant, était prêt à envoyer tout ce qu'il pouvait pour pousser derrière son équipe, et les Fuck Brunson, on les a entendus, ça a été évoqué après coup. J'ai pas trop pigé pourquoi. Ah, il y a en eu une fait, petite faute, comment dire, une flagrante qui a été sifflée un moment contre Brunson. C'était peut-être aussi une façon d'essayer de le déstabiliser, Parce de que, voir si tu vois, prendre en grippe, ça pouvait lui faire perdre ses moyens. tu vois, il y avait eu du gros chambrage entre Trae Young et la Ouais. fanbase des Knicks. Après, moi, je changerai pas mon avis là-dessus. Moi, Trae Young, j'ai rien contre lui. Il Oh, chambre, il en joue. le public Il en chambre. fait des caisses. Voilà. Il en fait des caisses. Embiid, Ça fait partie du jeu. Embiid, c'était plus malsain. Embiid, c'était plus malsain, c'était plus vicieux.
Et du coup, voilà, il y avait un vrai désamour entre la fanbase d'Enix et Embiid parce que il y a eu ce côté très, pour le coup, euh, voilà, Dirty player. ouais, Dirty player et des gestes de ficelard. j'ai pas envie d'être grossier, mais ouais, c'est ça. Mais Jalen Brunson, si tu veux, il n'y a pas de déclat, il y a pas de chambrage, il n'y a pas de trash talking, Après, il il n'y y a a pas peut-être la de. déclat de Thibodeau qui était très maladroite et pour moi pas appropriée sur le match 2 en disant ouais, Bronson, il est pas arbitré comme Cade. Bon, Tous les entraîneurs, ils défendent leurs joueurs. Et que, c'est une hier façon soir, de mettre la eh, pression sur les arbitres pour le match d'après. hier, Enfin hier- bon, moi, c'est comme hier- ça que je l'ai interprété, mais hier soir, au niveau de la fanbase des Pistons, Hier soir, Bickerstaff qui chiale en disant vous nous alors il se plaint en disant à la fin mais bon vous nous entendrez pas nous plaindre. Voilà bah, tu te plains ou tu te plains pas? ouais donc si tu veux c'est normal le gars Karl défensivement. Anthony Towns. Karl Anthony Towns qui a été interrogé sur comment est-ce qu'il ressentait la dimension physique, contact, bataille, rugueux de cette série. Et il a dit bon, moi, je veux pas me prendre une amende, mais j'ai jamais vu ça. Bon, voilà. Donc il Mais y a une dimension particulière dans cette série. Et on s'y attendait. je suis curieux de voir maintenant l'accueil du public euh, Au new-yorkais match 5. pour le match Ouais. 5 par rapport à ce qu'ils ont vu de ce que. Parce qu'il faut quand même le reconnaître, l'ambiance Mhm. de Détroit était folle, était dingue. Le match 1, ça a hurlé, t'entendais limite que ça. Le bruit d'ambiance alors que tu étais sur les micro-commentateurs normalement. Et ouais, il y a une grosse ambiance à Détroit. C'était fou. Donc du coup, j'attends de voir l'ambiance au Madison Square Garden au match 5, le répondant de la fanbase en disant en plus regardez, on vous a empêché de venir à Détroit pour supporter Ouais. votre équipe. Vous avez été obligé de voir des watch parties en extérieur alors que... hein, C'est ça, on vous a malmené en plus votre leader en l'insultant copieusement. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que il va y avoir une tête de Turc aussi pris par tu vois, est-ce que je sais pas, est-ce il y a qu'un quelques clients. Hein. est-ce qu'un Schroeder. un Paisley, Schroeder, Schroeder Ouais. qui a vachement chambré en faisant en refaisant la célébration de Michael Bridges, ou un Bisley qui sur le match 3 lorsqu'il dunk sur OG le pointe du doigt comme ça alors que Oh, mais même au match 4, il nous fait le signe too small to guard. ouais, alors que le mec, Voilà, on a des joueurs des Pistons aussi qui ont du caractère, et c'est ça qui fait aussi la série passionnante et intéressante. Tobias Harris, qui est un New-Yorkais de naissance. Voilà, non, il y a des joueurs, il y a du répondant. Les vétérans des Pistons ont fait énormément de bien à cette équipe cette saison. ah On l'a déjà dit, et c'est pour mec, ça un mec qu'elle passe un cap. un mec comme Schroeder, tu sais que dans la rotation, moi c'est toujours un mec que j'ai beaucoup apprécié. Peu importe où il était passé, après Bah, j'ai jamais apprécié. C'est un joueur, je pense, qu'on aime détester mais- quand on l'a pas dans son équipe. non, mais Et quand on l'a dans son équipe, je dis que ouais. apprécié dans le sens où j'ai jamais trop compris sa non-hype ou enfin, cette espèce dans les médias, il est souvent décrié, alors que c'est un mec qui fait le taf. Il sort du banc, c'est toujours été un type qui est sorti du banc depuis sa carrière à OKC. Ouais, Atlanta, il était peut-être titulaire à un moment donné, mais Ouais, ouais. mais et c'est un mec qui a toujours fait le taf. C'est un gars quand même qui a du talent, pour l'oublier. Dernier MVP de l'Euro Cup. Coupe du Monde. Coupe du Monde. C'était la Coupe du Coupe du Monde. Monde. C'était avant les JO. Coupe du Monde, lorsque l'Allemagne est championne du monde. Et Ouais, il ouais. faut le dire. Eh ben, Ouais. MVP, et ça avait été un sacré joueur. C'est un mec c'est un vétéran respecté. Et si tu veux, ce type-là, tu te dis, putain, lui, tu sais que chez nous, à Onyx, en plus de ça, mentalement, C'est exactement ce que j'allais dire. ça Tu fais collerait. un petit swap campaign contre Dennis Schroeder. Bon, là, je pense qu'effectivement, t'as un joueur qui enflamme le Garden aussi, parce qu'on est dans l'esprit. Ouais, puis tu le vois, en plus, t'as vu, il y a eu des images où il parle aux jeunes. Accrocheur et. Ah, mais même, tu sais, sur le banc, il leur parle. Ah, côté mentor. Ouais. Ouais, il hésite pas à leur dire fais pas ça, fais ci, ou à un moment donné à réunir l'équipe, à parler. Enfin, tu vois, c'est un mec, tu sens qu'il est vocal, tu sens que et ce type-là, lui, par contre, contrairement à Bisley, lui, par contre, il fait sa série, Schroeder. Oh. Et comme il faut, même. Bah, sur le match 2, c'est lui qui fait la différence. Hein. Les Knicks égalisent sur un panier de Josh Hart. Après une passe de Jalen Brunson. Jalen Brunson, il fait pas des passes, mais il en fait quand même un Josh Hart qui égalise sur un dunk. Bon,
Au passage, il y avait une faute de Duren qui n'a pas été On viendra sifflée. après, Voilà. on en viendra après aux fautes non On va parler sifflées, sur l'arbitrage. Mais derrière, on a un gros panier de Schroeder qui n'est pas réputé non plus pour son arrêt à 3 points. Et là, on se dit, enfoiré, quoi. Enfoiré, fallait que ça vienne de lui. Et ouais, Schroeder qui fait des sorties à 20 points en sortie de banc, quoi. Et qui joue pas que en backup de Cade, qui joue des fois en compagnie de Cade. Alors, comme Cade est un meneur qui est plutôt grand, ça permet de faire cet alignement de comment dire, de genre de backcourt ensemble, une association, quoi. Ensemble, ouais, t'as raison de le souligner. Donc c'est un duo qui fonctionne plutôt pas mal, qui permet à Cade de jouer off-ball, parce que lui a ces capacités-là qu'auraient peut-être un peu moins nos joueurs côté Knicks. Mais ouais, en Schroeder, il y a un joueur de caractère, skillé, vétéran, qui est passé par beaucoup de franchises. Je sais plus, j'entendais dans un podcast l'autre fois qui disait que finalement il n'y a qu'à Los Angeles, il n'y a qu'aux Lakers où ça n'a pas marché. Autrement, partout où il est passé, il a plutôt produit, il a plutôt été efficace. Et il était à Brooklyn en début de saison, là où il a fait beaucoup de franchises. Et c'est ce fameux match où Mikal vient en Cup mettre le contre en fin de rencontre pour qualifier les Knicks. En début de saison, il joue à Brooklyn, il joue plutôt bien, il est plutôt bon à Brooklyn avec 18 points de moyenne. Il est même dans cette équipe, mais voilà, il fait ses stats, il tient son rang. Et il était venu de son propre fait, parce qu'il aimait bien le coach, qui apportait un petit peu une nouvelle mentalité, un petit côté un peu plus international. Il est tradé à Golden State, il le voulait, puis après il a fait partie du package. Alors il a été un peu éparpillé, mais il a été sacrifié pour Butler. Il est envoyé au Jazz qui le coupe immédiatement parce qu'ils n'ont rien à faire à ce type-là. Et donc Boston le récupère au salaire minimum parce que lorsque tu récupères Détroit le récupère au salaire minimum. T'as un problème avec Boston, j'ai l'impression. Ouais, putain, je suis focus déjà sur eux. Non, mais Détroit le récupère et au salaire minimum et c'est super prise. Ah bah. Parce que tout de suite ils se font dans le collectif, tout de suite il a la confiance du coach, il a son rôle et comme tu l'aimes souvent à dire, le plus important à NBA c'est d'avoir un rôle et lui son savoir rôle est ce qu'on tout déterminé. On attend de nous. Exactement. Et tu vois, c'est un joueur, je regardais un petit peu là sur Basketball Référence, c'est un joueur quand même qui sur sa carrière, hormis la première saison à Atlanta, sur sa carrière en fait il n'a jamais été en dessous après des 10 points de moyenne. Ce qui est quand même respectable, tu vois. C'est un type qui en carrière tourne à 14 points, 5 passes, 3 rebonds. Pour un 6e homme, tu sais que ce sont en 27 minutes de temps de jeu, c'est hyper solide. C'est hyper solide. On l'aurait chez nous, on serait très content. Donc c'est vrai qu'il y a cette alternance entre Cunningham et lui, et qui du coup, en plus de ça, sont en défense sur Jalen Brunson. Ouais. Même s'ils envoient du Ozar Thompson, mais n'empêche que JB il a ça à se dépatouiller. Quand on voit l'intensité qui est mise rien que sur sa remontée de balle à Brunson, tu te dis et JB il arrive ça permet de relativiser encore plus la série de déglingués qui fait Brunson. Parce que il score de fou. Il a élevé son niveau de scoring sur ses playoffs. On parle d'un joueur, clutch player, machin, qui est attendu. Bronson, on commence à savoir quel calibre de joueur on a en playoff. Les Pistons, ils envoient pas n'importe qui. Et ça se relaie. Bronson, il a jamais de temps mort quand il est sur le terrain. Il joue beaucoup. Et il répond présent. Et il envoie des paniers de zinzin. Et il envoie des paniers clutch. Et il égalise. Et il fait... on se rend pas compte de la série que fait Bronson. Voilà. On se rend pas compte de la série que fait Bronson. C'est pour ça qu'hier, moi, j'ai retweeté en mode, mais bon, il y a un moment, il était un peu question, c'est qui le meilleur joueur de la série? On respecte Cade Cunningham, d'accord, il fait quelque chose de formidable cette saison, l'avenir est tout tracé pour lui, on va voir ce que feront les Pistons dans les saisons à venir, mais en tout cas, il a tout pour mener à bien sa barque à Détroit. Mais Bronson fait une série déjà exceptionnelle, il est critiqué, à juste titre ou pas, il est peut-être pas assez passeur, et pour autant, regardez sa moyenne de passes sur la série, il essaye d'impliquer ses coéquipiers, quoi. Comme je disais, il y a des joueurs qui sont bons en playoff et d'autres qui sont faits pour ça. Et lui, il est fait pour ça. Jalen Brunson, en saison régulière, c'est 26 points cette année, 7,3 passes, 2,9 rebonds, 38% à 3, 48% au shoot. Bon. En playoff, c'est 33 points. Ouais. C'est 8,8 passes,
c'est 4,3 rebonds. Alors oui, t'as les Le tout en combien de temps? en 40 minutes. Voilà. Au lieu de 35, au lieu de 35, ouais, voilà, au lieu de 35. Alors ouais, On s'attend à ce que les joueurs majeurs jouent beaucoup, qu'ils jouent t'as les, beaucoup et tout. Mais voilà, t'as les c'est pourcentages, répétition d'efforts et t'as les des pourcentages performances qui sont. qui chutent un peu parce que forcément il a plus de responsabilités. Et encore, il passe de 38% à 3 à 35 et de 48% au shoot à 46. Mais après, dans toutes les autres lignes de stats, ça augmente. C'est, tu vois. Et On le dit souvent, les playoffs, est-ce que les joueurs sont capables d'élever leur niveau de jeu? Alors, il y a un peu plus de temps de jeu, ok, mais oui, il élève son niveau de jeu. Là où l'adversité, eh ben, elle est importante. Détroit, ils envoient pas n'importe quel client dessus. Hein. Donc, en Thompson, fait, il galère avec pas mal de fautes. il Mais il doit composer Jalen Brunson avec une équipe. Alors, voilà. Parlons un petit peu. On a parlé de Schroeder, Kat, de Kate, de GB. Kat a été un peu inconsistant sur le match 2, mais il faut quand même admettre qu'il fait des bons playoffs jusqu'à présent. Mais Parce que le match 1, il est présent à l'interception. ouais. Voilà, il a fait perdre des ballons à Cade aussi. Il a Le été un acteur de la victoire en match le 1. match 1, 23 points, 11 rebonds, 5 passes, 4 vols de balles, 2 blocs. Qu'est-ce qu'on peut nous Très bon. attendre de plus Très bon. de lui sur ce match 1 Match 3, 31 points, 8 rebonds avec des hauts pourcentages. Et match 4, là encore, 27 points, 9 rebonds, une passe, avec aussi des hauts pourcentages. Et surtout, et des paniers clutch. et surtout voilà, un quatrième quart où Waouh. autant, Waouh. autant son troisième quart, il était passé complètement au travers, mais un peu comme tout le monde, autant le quatrième quart, il a été énorme. Là, par contre, où tu te dis, Jalen Brunson, il se dit, bah, en fait, des fois, il faut que je prenne les choses en main. C'est que nos ailiers sont trop irréguliers, en fait. On peut avoir un Mikal Bridges qui va te sortir un match 3 à base de 20 points, 7 rebonds, 3 passes, 3 vols de balle. Un Mikal Bridges qui va te sortir un match 4 à base de 8 points, 6 rebonds, une passe, 2 sur 6 à 3, 3 sur 12 au shoot. Il a arrosé, il a arrosé. Alors c'est rentré à un moment donné. À la fin, Mais au début, il y a un moment où... Parce que sur le match 4, les Knicks démarrent plutôt bien la rencontre. La pression était sur Détroit. Détroit devait gagner un match chez eux, éviter d'être mené 3-1. Donc les Knicks font plutôt un bon début de match sur le match 4. Mais après, lorsque ça marque plus, Mikal il continue de prendre ses shoots qui sont des shoots ouverts. Normal, il force pas. Mais il n'y a rien qui rentre. Il y a des phases de rien qui rentre. il y a des phases offensives en transition. Quand il se fait contrer au dunk ou que quand il veut prendre. Moi, je veux bien que JB se fasse contrer, plus petit, voilà. Mais Mikal, t'as vu les segments qu'il a, quoi. Ouais, ça. Va la dunker, va au bout. Tu vois, là où t'as un Josh Hart qui, en phase de transition, s'il marque pas, il va chercher des lancers. Mikal Bridges, donc, il y a eu sur 2-3 phases en deuxième quart où tu te dis, putain, c'est pas possible. C'est pas possible. Des 3 points ouverts, à un moment donné, coup sur coup, dans le deuxième, c'est un airball total. Un 3 points. Bah, les joueurs le trouvent parce qu'ils savent ses positions. Alors, ouais, ok, le spot-up shooter, c'est peut-être pas son poste de prédilection, mais il a aussi des capacités d'aller chercher un mid-range de temps en temps. Eh ben, il l'a pas fait dans le Game 4. Il est allé chercher aucun mid-range. Aucun mid-range. Moi, j'ai beaucoup de mal avec la saison de Mikal. J'ai rien contre lui en particulier. Je me dis, c'est une saison d'adaptation, tout ça. Ouais, on a été patient sur les 82 matchs et tout. On a vu des flashs de Mikal, en fait. Attends, c'est long. Les flashs à chaque fois. Non, mais je sais. Non, j'essaye de me rassurer vis-à-vis de Mikal. Je veux bien pas adaptation me dire. sur 20 matchs, adaptation sur 25 matchs. Au bout de 82 matchs, plus la saison, les playoffs, il n'y a plus d'adaptation. Ça y est, Non, mais... t'y es, t'es adapté. Surtout quand les quelques flashs vus font dire, ce joueur, il est capable. Ce joueur, il a les outils défensifs, offensifs pour être une menace régulière et il est fantomatique par beaucoup de moments. Est-ce qu'il est mis dans les bonnes conditions aussi? Est-ce qu'on lui donne les bons systèmes? Parce que il y a le joueur aussi, mais il y a aussi, tu vois, tu te dis, est-ce qu'à un moment donné aussi, est-ce qu'il est mis dans les bonnes conditions? Donc, bon,
Ça en Ah, parlait sur le, À, le, le, le Space. à l'issue des playoffs, que quand les playoffs seront terminés, On fera le bilan. on aura l'occasion de faire le bilan et le bilan du On coup. sortira les petites ardoises, on Ouais, mettra les notes, on verra pour Michael quelle note on met. et Mais de faire le bilan le Ouais. bilan du coaching staff. Là pour l'instant, voilà, c'est les playoffs, ça sert pas trop d'en parler. Mais si après on doit parler de nos ailiers, tu te dis, alors est-ce que c'est parce que les missions défensives leur demandent il y a peut-être un peu de tellement, ça. Il y a peut-être un peu de ça. leur demandent Et tellement de ressources physiques? typiquement OG. Et OG, typiquement, on l'avait vu Royal. il faut bien se dire que par exemple, tu regardes sur le match 3, qu'on gagne 118-116. D'accord? Là, Notre- tout le monde est bon. tout le monde est bon. Notre 5 joue 40 minutes, voire au-delà. Notre banc, hormis Mitchell Robinson qui en joue 16, Kyle Payne 9, McBride 9, Landry Shamet 4. Je peux comprendre que Ça à use. à la fin du match, surtout avec l'intensité qui est mise dans cette série, très physique, où les organismes sont mis à rude épreuve. C'est une bataille sur chaque ballon. Les mecs, à la fin, soient moins lucides. T'es cramé, ouais. Ouais. Et, Mais après, la lucidité qui fait louper des shoots, totalement compréhensible et pour n'importe quel joueur. Bon, Brunson, c'est un monstre. Donc lui, il en loupe pas au début, à la fin, au milieu, et voilà. Ok, admettons. Kat, il s'envoie pas les mêmes missions défensives. C'est de la bagarre sur les raquettes et tout, c'est autre chose. Mais effectivement, les ailiers, oui, en fin de match, on peut ils courent comprendre beaucoup. qu'ils aient les moins un peu moites, c'est tout. Quand ils se prennent les écrans, et puis souvent ils y passent dessus, donc il faut que... Et en ils début, tuent en début leur de mec. rencontre, t'as pas ce problème en principe Eh ben, de lucidité, de fatigue. et c'est en ça où il y a une théorie de la part d'un copain, je salue Kevin, qui lui estime que les troisièmes, on est cramé physiquement. Mais ça Là, il peut y a un coup de moins bien. Un coup ça, de... alors, ça peut se comprendre, mais il y a aussi un peu de mal, et c'est ce que je lui disais, c'est qu'après, derrière, c'est qu'on arrive quand même à faire un push en Dans les quatrième. quatrièmes. Ouais. C'est vrai qu'on a un down Et ça sur dans toute le la série en 3, fait. tout le Sur temps. toute la série, on a vu que les Knicks. Mais toute la saison, ça a été comme ça. Il y a eu les troisièmes quarts ont rarement été bons. Hein. Ont rarement été bons. Mais d'autant plus, il y a un focus sur ça parce que ben là, tu vois qu'on pêche physiquement. Et autant ça arrive. Et d'ailleurs, au Anunoby, tu remarqueras, très bon en première mi-temps, disparaît en deuxième. Ouais, Souvent. moi je l'ai trouvé très bon sur le premier match, défensivement. Bon, forcément sur le match 3 où tout le monde a brillé et à chacun son tour. Donc c'est cool. Voilà, on a vu 4 joueurs à plus de 20 points. Il est plus là. Hein. C'est assez rare. Après, il est plus là. Hmm. Après, il est plus là. Après, il Et disparaît. voilà. Mais par contre, sur le quatrième, voilà, beaucoup de pertes de ballon. Alors, il est contesté parce qu'il est physique aussi. Et quand il approche du cercle, bah, l'équipe adverse, elle essaye tant bien que mal de le freiner. Les coups sont pas forcément tout le temps sifflés. L'arbitrage, voilà, on en a parlé, on en reparlera un petit peu après. Mais voilà, il y a des pertes de ballon, il y a des trucs en transition. Tu fais, ah, d'habitude, tu ne les finis, ceux-là, quoi. Donc, effectivement, il y a un petit peu de maladresse, d'imprécision, de manque d'efficacité au cercle. Parce que sa mission, elle est avant tout défensive. Donc je peux comprendre. On s'attend aussi à passer cette série. On s'attend à d'autres oppositions aussi compliquées défensivement face à des ailiers côté Boston. Donc voilà, on ne peut pas non plus tout attendre de la part d'Oji Anunoby. Là où Mikal, c'est plutôt un côté je m'efface. Normalement, Mikal, tu as ces qualités de playmaker. Tu as cette capacité de création balle en main, d'aller chercher ton petit spot de shoot en mid-range. Tu le fais pas, c'est dommage. C'est dommage parce que ça permettrait de décharger un peu Bronson, ça permettrait de décharger un petit peu Kat. C'est pas le Josh Hart sur lequel on attend Oui, mais des il points. faut. Les points de Josh Hart, ça sera toujours des Oui, points mais il faut bonus. encore que le système se soit mis en place. Parce que si tu veux, à un moment donné, c'est un système qui fait que le ballon arrive dans les pains de Michael Bridges. Oui, là, les ballons lui arrivent et après, Ouais, c'est oui, la mais décision qu'il va en faire. Oui, mais il lui arrive souvent en fin À de l'arrêt. cycle Ouais. pour qu'à la fin il prenne le shoot. Tu remarqueras, c'est rarement lui qui est à l'initiative remonte les ballons. de l'attaque. Aux remontées de balles, on a Bronson, Ou pas mal, meneur, et Hart. Et rarement Mikal. Mikal aurait cette capacité de création, de playmaking, Lui, après, c'est je pas- me décale et tout. Il a ces Après, capacités-là, après, quoi. c'est pas à son initiative à lui, hein, il suit le plan de Oui, jeu. oui, oui.
Non, non, bien sûr, mais du coup, effectivement, là où on a un Hart couteau suisse, joueur polyvalent, on sait pas vraiment quel est son poste. Il joue Hart, comme ailier arrière, depuis, intérieur, on Hart, sait pas, mais il depuis joue qu'il est- partout, quoi. Hart, depuis qu'ils sont arrivés à Détroit, on retrouve le Josh Ouais, Hart ouais, saignant, ouais. le Josh Hart combatif, le Josh Hart qui en a rien à foutre de la pression, qui va mettre Qui la va tête. prendre des coups, qui va se prendre des coups, Ah, voilà, il pourrait finir sa non, carrière, sa saison sur un rebond foireux parce que t'as Durant là, on qui lui rentre retrouve dans le les Josh côtes. Hart de Philadelphie. Là, on retrouve Un Josh Hart batailleur, guerrier, soldat, quoi. Et en plus qui produit et qui met même des 3 points. Donc là, alléluia, s'il lui rentre ses 3 points. Mais bon, mais voilà, Josh Hart, lui, tu vas pas lui demander une production. Pour lui non, de... c'est auprès de Mikal qu'on attend ça. Mikal, OG dans la capacité aussi, mais pas forcément en... OG, moi, ce qui m'énerve un peu, c'est que souvent, il veut partir balle en main, arrêter. dribble trop. Mec, t'es pas fait pour ça. C'est pas toi. Toi, en Non. transition, finition, Ouais, oui, en proche du cercle. En cut backdoor, ok. Il est lancé, tu lui donnes la balle, un dribble, deux dribbles, il met l'épaule comme il sait faire en mode bully. En fait, Voilà. des fois, j'ai l'impression qu'on utilise OG Ouais. offensivement comme on devrait utiliser Mikal, et inversement, Mikal comme on devrait utiliser OG. On a plutôt un OG qui a ses capacités de tirer en mode dans le corner et tout, et non, c'est Mikal qui, qui a ce genre d'initiative. Donc ouais, effectivement, il y a un côté des fois pas compréhensible. On en avait parlé il y a plusieurs épisodes. On s'était dit, mais cette hiérarchie, numéro 1, GB, ok, aucun doute. Au numéro 2, 4, il n'y a pas de problème avec ça. C'est qui le numéro 3? Bah, un coup c'est OG, un coup c'est Mikal. Mais c'est plutôt Mikal ou c'est plutôt OG? Offensivement, ça devrait être Mikal. Je pense qu'il n'y a pas Et de hiérarchie. Mikal est... Je pense qu'il y a Et pas voilà, de hiérarchie. ce numéro 3 de ce Big 3 des Knicks, c'est bah, voilà, un petit peu à géométrie variable en fonction des matchs, et rarement Mikal. Et rarement Mikal, là où on l'attend quand même plus sur cette partie création, playmaking. En fait, il a un côté frustrant parce que tu lui sais du talent. Mm. Mais il y a des moments où tu te tapes la tête contre le mur en disant mais putain, mais. Réveille-toi, quoi. Et ouais, et tu te dis par exemple comme le match 2 où il passe au travers comme toute l'équipe, mais en plus de ça, Kate Cunningham, ça a été son jouet à Kate Cunningham. Ouais. Oui, parce que autant OG qu'il n'y ait pas d'apport offensif, on voit les efforts défensifs et ils sont clairement là, quoi. Ils sont clairement là. Mais il Après, fait il peut les être sanctionné par les efforts, fautes et tout. il fait les efforts. Mikal c'est moins visible aussi. Après, c'est pas le même physique et tout. Et puis, il y a un truc qui agace. C'est Mikal, c'est je souris, je rigole, haha, je fais des petites danses, machin. Moi, ça me saoule. Ce côté génération TikTok de. Je suis à mon début de match, on est en playoff, je suis en train de me taper des chorégraphies pour checker mes gars tous différemment. Après, heureusement, Mes célébrations. on n'est pas non plus en mode LeBron qui va se taper ses plus grosses barres après une défaite avec avec Anthony Edwards. Moi, je veux bien qu'on me dise ouais, mais ils ont gagné une médaille ensemble au JO. Michael Jordan, Ouais. il a gagné une médaille d'or au JO. C'est pas pour autant qu'il allait se taper ses plus grosses barres en playoff avec Patrick Ewing ou avec Karl Malone ou Juste tes avec potes et tout, et ouais, non, tu vois, d'accord. donc et donc bon, moi c'est sûr que si on avait vu ça de la part de Mikal Bridges qui allait se taper ses plus gros checks avec Malik Beasley, on serait en mode mais dis donc enfoiré, tu joues pour Oh. qui? On est d'accord qu'il y a une série normalement, tu verras ça une fois que tu l'auras éliminé. Avant, il n'y a pas copain-copain, quoi. Voilà. On se voit Mais- au prochain match, c'est tout, quoi. Mais donc Ouais. bon, il y a ça. Bon après voilà. Ça, Il on loupe le panier de l'égalisation mais tu sais, au match 2, ça on peut pas lui en vouloir, quoi. Le shoot Ah. il est bon. après le match 2, j'avais republié, c'était une conférence de presse de Laurent Ciara Eh, qui les dauphins, les requins. voilà. Et en fait, C'est exactement ça. et j'ai dit mais c'est énorme parce que ce discours il pourrait s'appliquer C'est à exactement ça. mon équipe en mode les mecs en fait vous êtes des gens gentils. Et c'est ce qu'il disait dans sa conf de presse. Ils sont gentils, ils vont à la salle, des bons ils gars. travaillent et tout, c'est des bons gars. Mais Faut rien leur reprocher. c'est pas des tueurs. Et c'est vrai que, alors, ils ont su montrer un autre visage, mais tu sais que Mikal Bridges, c'est pas un tueur. C'est pas, C'est pas le- dans son ADN, c'est Non. pas. C'est un bon gars, Tu vois, regarde, Kat, hier,
À un moment donné, il fait une petite faute à la salaud, tu vois. Hop, il attrape le mec. C'est ça aussi. Ouais, mais même au match 3, le match 3 où ça commence à friter, il vient en Défendre, soutien de Mitchell Robinson. Voilà, moi j'ai été... Voilà, 4, je l'attendais beaucoup sur cette série, je l'ai dit, hein, pour moi c'était entre guillemets le facteur X, même si on a du mal à dire un facteur X quand on est un joueur All-Star, mais de voir comment il allait répondre en playoff, en soutien de Brunson. Brunson, on attendait fort, il est fort, Ah. il nous épate, on n'a plus de mots. Voilà, est-ce qu'une défense va pouvoir arrêter Brunson Heureusement cette qu'il est à- campagne et de playoff? heureusement qu'il est à ce niveau. Heureusement qu'il est à ce niveau. Ouais, il tient les Knicks, très très Hier, quand il haut sur sort, ses épaules pour hier, quand en il, être là, quoi. quand il sort sur cette blessure, en plus, tu le vois, il se lève et il retombe tout de suite et tout. Là, Et j'ai puis tout. Grimace, il fait pas semblant, quoi. Hier, j'ai lâché un tweet en Ti- mode. Ti- En Thibodeau mode, nous dit il a changé les chaussures, c'est reparti. Mais au début, franchement, moi j'en menais pas large. Je fais, oh putain, c'est pas ouais, possible. c'est ce que je La t'ai série, dit. elle est finie. Enfin, la série. Hier, j'ai lâché un tweet en mode quand t'es supporter des Knicks, c'est aussi accepter ça. En gros, tu sais que. C'est un dur au mal. Hein. En ça aussi, il est doublement respectable Et puis il et revient. appréciable, quoi. Et Il puis, revient, et puis il revient. il revient et puis il remet des shoots et il va chercher des contacts, quoi. C'est ça. Il se ménage pas, quoi. Il Il se plante revient. pas. Il revient pour aller mettre des layups sur tout le monde. Tu vois, et là tu te dis, ouais, mais mec, c'est un taré. T'as envie de dire, mais force pas. T'as Et failli après, te faire la cheville. T'as loupé Le 15-20 matchs cette saison et là tu repars le comme 3 si de rien qui met n'était, quoi. le 3 qui met sur Hardaway. Enfin. Alors que l'équipe était dans un mauvais mood à ce moment-là, on était Non, mené non, de clairement. 10 points. Là pour moi c'était terminé. Même tu te disais, Tu, bon tu allez, mets Campaign à la place, tu dis bon, on va dépanner, mais voilà, Campaign, il faut. il fait de la merde en plus et tout. Ouais, Et, Campaign. et là il revient. Et en mode Black Jesus quoi. Et il revient et puis il met tout le monde. Et puis l'équipe, elle reprend. Et là, tu te dis, ok, bon d'accord, là on est sur de Lizzo Brunson. Mais en même temps, Ouais, personne marque à côté. Donc il faut bien. Et il a pris, hop, un petit décalage pour Kat qui marque son 3. Et là, il remet Kat aussi dans le jeu. Et puis voilà, et puis Kat avec son move aussi de haut panier à la Michael Jordan. Enfin. Ouais, et puis derrière la planche, quoi. Et puis Derrière la planche. à la Bout de possession derrière la planche, ça rentre. Waouh, il nous a sorti le Le cul des 3. ronces à ce moment-là. Et puis, donc voilà, donc c'est vrai que ce quatrième quart de Jalen Brunson, bon après, c'est clutch player. C'est clutch En mode player. captain, quoi. Il y avait un côté Willis Reed, je reviens. Bon, après, il a marqué plus que Willis Reed en finale, quand même. Ouais, voilà, bon, après, bon, c'est pas les finales NBA, mais voilà, c'est vrai que. Non, mais c'est un joueur qui impacte aussi le mental de ses coéquipiers, Ouais. parce que ses coéquipiers savent, ça y est, Brunson est là. La défense en face, bah, ils trouvent pas de solution. Il y a pas, enfin, pour moi, les Pistons sont pas de solution à ce Même- moment. Pour eux, hein. C'est-à-dire que les Pistons, ils se disent, bon, ok, Brunson n'est pas là. On a une équipe qui en quatrième quart bégaye son basket, et puis là il le voit revenir, et puis il le revoit revenir et aller chercher un layup. Premier ballon, il va mettre un layup au milieu de tout le monde. Et là tu te dis putain, merde, il est là, il est revenu. Et puis. Non, bon, franchement, les Knicks étaient mal en point à l'issue du match 2. Beaucoup de doutes, une réaction très importante de leur part, collective en plus, au match 3. Match 4, en gros, ils jouaient sans pression. Au pire, voilà, ils perdent et il y avait 2-2. Voilà, la pression était plus côté des 3. On parle, pour finir cette rétrospective, de l'arbitrage et on parle de ce match 4, cette dernière action. Bon, un match qui a été physique. Il n'y a pas eu beaucoup de coups de sifflet, de contact de sifflet pendant toute la rencontre. Il y a eu des fautes, certes, mais bon, il y a des choses qui sont discutables de part et d'autre en disant tiens, ils auraient pu siffler ci, ils auraient pu siffler ça. Tiens, la faute offensive sifflée sur Harris. Bon, est-ce qu'il va pas un peu la chercher et tout? Hier, ça a tweeté en gras, en gros, à la part de tout le monde. Les Pistons se sont fait voler. Est-ce que les Pistons se sont fait voler? Bah, après, il y a faute. Il y a Oui, faute. oui, Josh Hart le reconnaît. Il dit il y a contact. Et le rapport des arbitres reconnaissent qu'il y a une faute avec un contact non marginal qui n'avait pas constaté sur le moment. Bon, même si je trouve qu'en effet, il y a une faute, il y a une faute plutôt en bas, moins en haut, plutôt en bas. Mais de là, après je comprends, il peut y avoir faute. Est-ce que c'est sifflé? Ça n'a pas été bon. Mais Tim Hardaway Jr. aussi, il exagère à donf. T'as l'impression qu'il a été pris. T'as l'impression qu'il a pris un tampon à l'épaule, façon justement OJ Anunoby quand il rentre dans la raquette. Il cherche, moi je suis persuadé, je te le dis, hein, moi je suis Chercher persuadé. la faute avant peut-être de chercher le tir. Ouais, mais je suis persuadé qu'il reste sérieux
au lieu de se dire je vais chercher le call, je suis persuadé Mhm. que c'est un tir à la Team Hardaway Junior. Des tirs. Il se décale un petit peu aussi, Ouais, et Hart se décale aussi pour éviter, parce qu'il arrive plein de balles, il se fait hop, faut que je l'évite, ouais, quoi. mais un tir un peu bancal, un peu merdique, tu vois. Ça, c'est les tirs Après, et je suis sûr qu'il le. Je vais te dire. et Je suis l'action se déroule aussi Attends, dans je suis un sûr qu'il le tire de temps façon très court, quoi. sérieuse. Pour moi, il le met, ce tir. Pour moi, il le met. Je suis persuadé qu'il le Il met. saura pas. Mais il cherche voilà, le coup de vis. Après, voilà, maintenant, plusieurs choses peuvent être remarquées. Est-ce qu'il y aura un vrai rapport et qui sera Ouais, ils le bien font. La établi? NBA fait des rapports sur les Parce 2 que dernières minutes, sur tous les euh, non-calls. sur le, sur le rebond, parce que donc pour la genèse, donc les Knicks mènent de 1, ballon à Kate Cunningham, il défie OG Anunoby, belle défense d'OG qui reste devant lui, qui le gêne bien, il pas de faute. Sans faute et tout, le ballon qui sort parce Que- qu'il le fout sur sa cuisse. Cunningham qui prend ce shoot merdique avec donc rebond. Tu remarqueras sur l'image qu'il y a quand même Josh Hart, il a une clé de bras de la part de Tobias Harris. Non mais Ouais, il a quand même une énorme clé de bras de la part de Tobias Harris. Après, qui l'empêche de récupérer normalement le rebond. Et puis on sait que Hart, les rebonds, il a oui. cette science, Donc ce timing et tout. la clé de bras elle est là. Je veux dire, vous pouvez regarder l'image, la clé de bras elle est là. Et le mec il est comme ça. Bon. Après bataille au sol, est-ce que Tobias Michael Harris qui se casse la gueule et a tout. le Bon, pied, est-ce que Tobias Harris a le pied ou pas sur la ligne? Que quand il joue le ballon, c'est à il voir y a aussi. des ralentis, des images, mais alors ça pixelise de ouf, Et, on voit un pied, mais bon. Et puis à la fin, donc ce ballon qui sort, voilà. Donc aussi, tu peux avoir plusieurs choses qui peuvent être sifflées avant ça. Mais est-ce que les mêmes gens qui ont tweeté en gras se sont autant offusqués sur le coup sur la Dans le tête dos. non Ouais. sifflé à 94-94 qui pouvait donner un plus un X à ce moment-là du game? C'est-à-dire Au que là, match tu es deux, à, ouais. t'es à 1 minute de la fin. Les Knicks t'as le momentum parce que tu as été mené, tu reviens dans le match. Alors que Ouais, franchement, ouais. ce match, il était paumé, tu arrives à revenir et tu arrives à égaliser sur ce dunk. Et il y a clairement faute qui a été reconnue par les Ouais, arbitres. puis attends, un plus 1, enfin un N1 sur ce genre C'est pas d'action, pareil. C'est pas pareil. tu shoots ton lancer, t'as le temps de te remettre en défense différemment Ah, que dans le et flow de puis, l'action aussi. Hein, donc, t'as un sentiment plus d'urgence du côté aussi de la part de Détroit. Est-ce que ces mêmes gens se sont autant offusqués en disant, non. ah, non, tout le monde s'en Ça fout. fait partie, malheureusement, alors ça tombe bien pour New York et on va pas s'en plaindre, on aurait été dans la situation inverse, on aurait crié au scandale en disant c'est honteux, on n'a pas eu la faute, il y avait faute, ils l'ont reconnu. Voilà, normal, je veux dire, les fans des Pistons peuvent regretter ce non-call. Il y a eu un match qui a été physique des deux côtés avec tout un tas de coups de sifflet qui n'ont pas été faits. Est-ce que Bronson est arbitré de la même façon que Kate Cunningham? Des fois, on a l'impression que non. Des fois, on a l'impression qu'il y a des contacts qui mériteraient une faute, mais comme JB récupère pas mal de fautes aussi par ailleurs, bah, les arbitres ils veulent peut-être pas trop l'avantager non plus. Ils savent un petit peu le caractère du joueur et la façon dont il va aller chercher ses coups de sifflet. Donc ouais, c'est des matchs serrés, c'est Hier, des tu matchs de regardes, playoff physiques. Il y a hier, plein tu de choses regardes qui se siffleraient en régulière, quoi. dans le premier mi-temps, pardon, je crois que les Knicks ont 2 lancers francs sur la première mi-temps. Ah oui, j'ai pas regardé sur... Au Euh, match 2, ça avait été très déséquilibré. C'est ce là qui avait un peu appelé les fans des Knicks à crier au scandale en disant on est mal arbitré. Ça s'était rééquilibré et peut-être pas de façon très naturelle en seconde mi-temps. Là, sur ce match 4, j'ai pas fait gaffe à cette dimension-là. Mais du coup, ouais, et puis t'as eu des fautes qui ont été sifflées, d'autres qui n'ont pas été sifflées, comme tu en as parlé tout à l'heure. T'as cette photo dingue où t'as limite Karl Anthony Towns qui est amené en tôle par 2 On lui tire les maçons. 2 bras. Ouais. T'as carrément Paul Reed qui lui maintient le poignet, quoi. Il est là, il fait une tête en plus de ouf et il lui maintient le poignet, quoi. Tu vois, bon. Ouais, c'est physique, c'est La, physique. la faute du menton aussi sifflé de Karl Anthony Towns Sur Tobias Harris, Tobias Harris. Edouane sous le panier, bah ouais, mais bon, mec, tu viens sur moi, quoi. Ouais, et c'est lui qui ouvre le coude et qui lui tape le menton en faute. Bon, Ouais. mais après, voilà. Donc, je peux comprendre que d'un côté, il y a une frustration de la part des fans des de Pistons, Détroit sur cette fin de match-là avec ce 3 points. Je pense qu'on serait, nous, dans ce cas de figure-là, on serait en mode putain, et vas-y. Mais il faut aussi reconnaître que tout le match a été comme ça, en fait. Ouais.
Tout le match a été comme ça. Ouais, et Et puis au final, ce fait de faire un no-call sur ce dernier shoot, ça évite aussi peut-être de travestir la fin du match. Le shoot, il est pris, le shoot, il part. Le shoot, il est pas, il accroche pas le poignet. Il y a un contact, comme ils vont dire, peut-être un peu marginal, mais il y a un contact. Josh Hart, il déconne hein, sur ta défense parce que ouais, partir pleine balle sur un shooter à 3 points quand ouais, il reste si peu de ouais. temps, Oui, tu le sais. Mais mec, c'est pas t'as la très première peu de fois. chances d'aller faire un contre, hein. C'est pas la première fois qu'il le fait, ça. Non, C'est pas, et ça nous a coûté des matchs. Ça nous a c'est pas la coûté un première fois match contre Chicago ouais, où il va prendre un oui, contre sur Kobe White. il fait une faute à la con. Mais bon, après, tu te Ouais. dis en régulière, c'est la régulière. Bon. Mais là, en playoff, En chaque match playoff. compte. Chaque match Mais compte. après, voilà, il se rend compte de son erreur et il essaye de Eh l'éviter. oui, Il le touche, il le frôle, le shoot il part. Ouais, si Tim Hardaway était resté droit et avait pas fait une sorte de décalage, il l'aurait pris plein de face. Et là, oui, la faute était impossible de ne pas être sifflée. Là, le shoot il part. Les Pistons avaient l'occasion de gagner le match avant. Ils n'ont pas réussi aussi à saisir des occasions quand elles se sont présentées. C'est dommage pour eux. Il y a de quoi avoir des regrets à un point. Et puis surtout qu'ils n'ont pas et gagné c'est de là match chez que eux tu, depuis et c'est longtemps, et c'est 2008. là Hein. que tu te dis, ils peuvent regretter ce 2 points bêtement non accordé en fin de troisième quart sur la remontée de balle de Campaign perdue et où en fait je crois que c'est Cunningham ou Schroeder qui fait passe à Tim Hardaway Jr. qui va marquer un dunk Ah et, oui, et sauf qu'en à la fait fin, au buzzer quoi en et plus. sauf qu'en Ouais. fait bah, il a encore et moi j'étais en mode ce panier et en fait il a pas été accordé et bah, là tu te dis tu vois tu aurais fait un petit lay-up à la con bah tu es sûr qu'il aurait été accordé là il a gardé trop le ballon en main et contrairement à Aaron Gordon et ben lui ça a pas compté et ben tu vois Ça se joue à rien, ça mais se ouais. joue à rien, ça se joue à des détails. C'est là aussi que l'expérience compte. Et puis le Et nombre de c'est trucs et puis il faut bien reconnaître que pas simple à arbitrer, hein. Pas simple à arbitrer quand le même. challenge foireux pris par De Bickerstaff Bakerstaff au au match bout de de quoi au 5 minutes match hier. au match 3, au match 3. Mais même au match 3. Ouais. Oh. Il prend trop tôt sur des ballons pourris en plus. Des ballons Quand t'es merdiques. ouais, voilà, en fait, c'est aussi les challenges, c'est aussi une clé au niveau de Mais oui. l'arbitrage, du coaching pardon, et perdre un C'est challenge chiant. tôt pour une sortie de balle, un truc foireux. Bah après, quand t'es en fin de match et que t'as besoin justement de challenger sur des choses qui peuvent faire la différence, bah tu peux plus. Donc vaut mieux peut-être des fois laisser dire ah les arbitres ils se sont foirés Non, mais sur ça. hier, il prend Euh, un challenge sur une perte de hmm. balle qui en plus y était pour le coup à 12-12 au bout de 5 minutes. Ouais, pour éviter une faute sur un Cade ou autre. Ah. Mais il y avait Bon même pas- bref, vous le savez, ça se joue sur beaucoup de choses. On va finir cette petite rétro et on va basculer gentiment sur la projection bah, avec le joueur de la semaine. On en a parlé en long, large, à travers. Je pense que le spoil, il n'y en a pas. Hein. C'est Jalen Brunson, quoi. S'il y a un joueur qui est au niveau qu'on attendait en playoff, puis en Oh, plus avec non. son petit award, bah voilà, c'est JB, quoi. Le prince de la ville, le King of New York, c'est lui. Et c'est logiquement que, voilà, sur ce début de playoff et sur ce début de premier tour, on l'accorde à Brunson. Il n'y a pas un match où il passe à côté. Il n'y a pas un match où il passe à côté. Au pire, on va dire qu'il fait pas assez de patchs au match 2. Mais il est là pour essayer de faire gagner l'équipe, quoi. Donc voilà. Et pourtant, les passes étaient là. Et puis le match d'après, bah, il continue d'en faire. Il se blesse, mais il revient à la charge. Il est royal, ce incroyable. joueur. Il est royal. Donc on lui met la couronne. Normal. Premier match 34 points, 8 passes, 2 rebonds. Troisième match, 37 points, 7 passes, 3 rebonds. Quatrième match, 30 points, 9 passes, 7 rebonds. Et dernier match, 32 points, 11 passes, 5 rebonds. Voilà. Cherchez pas le meilleur joueur de la série. Pour l'instant, c'est lui. Alors bon, la série, est-ce qu'elle est terminée? Bah écoute, on va regarder ça. Parce qu'il n'y a que 3-1. Hein. 3-1, c'est pas qualifié. Allez, on regarde tout de suite le programme de la semaine. Me, I get it in Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. That's Sunday, Monday. Eh bien, la fin de la série, est-ce qu'elle va avoir lieu cette semaine? Quoi qu'il arrive, oui. Est-ce que le début de la prochaine série va avoir lieu cette semaine? Ça, on n'en sait rien.
Ça va dépendre de beaucoup de paramètres. Et là, vous voyez le bracket de la conférence Est, mais aussi de la conférence Ouest. À cette heure-ci où nous enregistrons, il n'y a que OKC qui a réalisé sa qualification avec un petit sweep 4-0. Voilà. Voilà, ils n'ont pas eu besoin de vendre la peau de l'ours. L'ours s'est vendu tout seul, je sais pas. Enfin bref. En tout cas, pour eux, c'est fait. C'est un petit peu plus serré côté Denver Nuggets, Los Angeles Clippers. Les Lakers sont dans la merde. Les Lakers sont pas forcément bien entamés Hier, leur début de série. Hier, j'étais persuadé qu'ils allaient le prendre ce match, tellement en fait, ils étaient bien, ils étaient à plus 10 en termes du quatrième, tu te dis ils sont bien, et puis ils se sont fait remonter, puis Anthony Edwards, il fait des playoffs aussi, attention, assez fort, donc ouais, donc les Lakers pas bien. Randall qui pas bien. si mal finalement. Ouais. Ah, Il saurait bien jouer en playoff, Randall. Et la famille, le dit. Et puis ouais, donc t'as cette série là entre les Warriors et Houston qui est sympa, et les Warriors tiennent la baraque, même si Jimmy Butler a mal au cul, mais visiblement il va revenir au match 4. Et puis t'as cette série qui est folle, cette série qui est incroyable à l'ouest entre les Clippers et Denver. Elle est incroyable cette série. Elle est Malheur aux perdants. Elle est Malheur aux perdants. Elle est magnifique cette série. Il y a des scénarios de malades. Voilà, ça va aller en 7. Ça va aller en 7. Et le match 7, pour le suspense et du fait que ça soit une série entre le 4 et le 5, qui avait le même bilan à l'issue de la régulière et tout ça, oui, effectivement, on peut s'attendre à une série très serrée. Voilà, incroyable. Mais je dis malheureux perdant parce que dans les deux cas, on a un peu des projets qui, s'ils se font sortir au premier tour, bon, il va falloir se poser sérieusement des questions, sachant que Denver a déjà entamé des choses en termes de front office. Il y aura peut-être des mouvements encore dans l'effectif si les playoffs ne vont pas si loin que ça. C'est pas ceux qui pas sont les le Bucks. plus dans exactement. C'est pas les Bucks, et justement, ça permet de faire la transition Avec la avec conférence l'Est. l'Est, Pour les Bucks, parlons-en. Damien Lillard, on ne sait pas. C'est Si. la sale nouvelle. Si. Ça a été officialisé. C'est le tendon d'Achille. Aïe, aïe, aïe. Tendon d'Achille, 33, 34 ans pour Dame. Il va Ça faire 35. sent une fin de carrière. Il va sur 35. Ça sent une fin de carrière compliquée. Ça sent peut-être une fin de carrière tout court. Ouais. Kobe Bryant s'était fait cette blessure. Il avait pu revenir un peu, mais voilà, c'était Kobe, c'était autre chose. Dame, déjà, c'était compliqué son déménagement dans le Wisconsin. Ouais. Le Wisconsin, Giannis reste pas. Bon, la série est pas finie, mais menée 3-1. 3-1. C'est dur de remonter un 3-1. Et tu joues à Indiana au prochain match. C'est très dur de remonter un 3-1. Donc très compliqué pour eux. Je pense que malheureusement, on est en train d'assister à la fin du projet Bucks. À voir cet été. Je sais que j'ai pu lire que le supporter numéro 1 des Bucks sur Internet aime bien appeler les gens qui parlent comme ça les vautours, machin. Après, tu peux parler du projet en te disant qu'est-ce que ça va donner. J'ai pas dit que Giannis allait venir à New York, mais c'est vrai que tu as un projet là avec un joueur dans son prime, dans une équipe vieillissante, et finalement cette année a été un peu compliquée. Quid de la suite? T'as plus trop de tours de draft parce que t'as tout donné. Les marges de main-d'œuvre, t'as changé Chris Middleton sur la saison. Kuzma qui est une déception. Enfin, voilà. Donc, à voir les Bucks, ce que ça va donner cette On parle été. souvent de fenêtre pour gagner un titre. Les Bucks ont réussi à gagner ce titre. Depuis, c'est un peu compliqué. Ça a commencé Parce que Denver, c'est pareil. Avec Budenholzer qui est parti, puis après Jrue Holiday aussi, quand même, qui était hyper important, qui est parti. Et puis, en fait, au fur et à mesure, t'as tout ce projet qui s'est délité. Donc les Bucks, je pense que ça va sauter, ça va là parce que t'as les Cavaliers. Cavaliers qui ronronnent 3-0, bon, voilà, ils ne sont pas inquiétés. Sweep ou pas sweep, à voir. Il y aura peut-être un relâchement, mais en tout cas, le prochain match va se jouer à Miami. Voilà, ça sera peut-être. Ils sont tellement au-dessus. Ouais, ils sont tellement au-dessus, c'est incroyable. Et puis dans l'autre série, celle qui va nous intéresser forcément, Boston. C'est 3-1 pour New York, mais Boston 3-1. Boston qui s'est fait surprendre sur le match 3 à Orlando. Alors c'était un match accroché, un match physique aussi. On a vu Kristaps Porzingis se faire ouvrir le front et revenir
venir avec un gros sparadrap en forme de croix. Après, pour, Tatum qui est un peu blessé. On sait que Jalen Brown aussi, hein, il a un petit Ouais. souci. Alors pour l'instant, face à ces Orlando Magic, Ça passe. ça- Ça passe. Ils ont ça fait le taf. assuré sur le match 4. Ils vont avoir leur qualification à portée de main à aussi la à maison. Boston. Comme New York aura sa qualification à portée de main au Garden. Donc dans 2 Garden, il y aura un match pour se qualifier. Bon, on l'attend cette série New York-Boston. Mais chaque chose en son temps, on en parlera quand on en parlera. On va pas essayer de se porter l'œil. Est-ce que les Knicks, d'après toi, parce que voilà, le calendrier, pour l'instant, il est connu. On sait qu'il y a un match au moins dans la nuit de mardi à mercredi. On a l'heure. Ce sera 1h30. Match 6, s'il y a, ça sera dans la nuit de jeudi à vendredi. L'heure n'est pas encore confirmée, normal. Le match n'est pas encore assuré d'avoir lieu. Et un match 7, s'il devait avoir lieu, serait dans la nuit de samedi à dimanche au Garden, au Madison Square Garden à New York. Pareil, pas encore d'heure de confirmer. Les Knicks sont à une victoire de s'imposer au ce premier tour et de rejoindre leur adversaire. Qui sera-t-il? Le Orlando Magic ou le Boston Celtics au second tour? Est-ce que tu penses qu'ils se qualifient dans la nuit de mardi à mercredi ou est-ce que la série va être prolongée? Je te demande pas le match à suivre, puisque il y a que ces matchs-là à suivre. Je pense que les deux scénarios Sont possibles. Allez, match nul. non, qui ont eu lieu là à Boston, les matchs 3 et les matchs 4, ou Boston, à Boston, à Détroit, pardon, pourquoi Ah oui, à, oui. à Détroit. Tu veux te fixer sur Boston? Alors, si tu veux, je pensais que le match 3 allait laisser plus de dégâts dans les têtes du côté de Détroit. Mm. Mais là, coup sur coup, et surtout avec le scénario de ce match 4, je pense que ça va être, pour cette jeune équipe des Pistons, ça va être difficile à assumer dans la tête. Tu vois, mentalement, tu te dis... Ils ont pris un deuxième coup de bambou, on peut dis- voir ça comme ça. On était arrivé à prendre un match là-bas, à New York. Ils viennent chez nous, ils nous gagnent dans ce match 3 à couteau tiré où on peut revenir. Et finalement, ça se fait pas. Et ce match 4 où ils vont se sentir lésés en se disant on aurait dû le prendre et on l'a pas pris. On a laissé passer notre occasion. Voilà. Ouais. Deux matchs coup sur coup, finalement, t'es en course, mais tu ne le prends pas. Compliqué. Et là, tu dois retourner à New York. Et là, les New-Yorkais savent que là, ils ont une opportunité en or de mettre un terme à la série. On sait que Jalen Brunson, là, va être plus focus que jamais. Josh Hart également, parce que Josh Hart, il fait pas des danses. Ils ont compris aussi que, il faut nourrir la bête. Il faut donner des ballons au gros minou là. Il faut donner des croquettes. Il faut qu'il mange lui. Il faut qu'il envoie. Et puis si t'as la chance d'avoir un Mikal Bridges game ou un OG Anunoby game, eh ben t'es bien. Donc moi je pense que la série se termine en New York, se termine mardi. Et je pense qu'elle peut même se terminer sur un blowout. Même si on n'en a pas eu jusqu'à présent. Mais je pense qu'elle peut se terminer sur un blowout. Dans le sens où... Là, il va y avoir une grosse ambiance à New York. Grosse ambiance façon Game 7 face à Indiana, tu te rappelles, ça va être grosse ambiance. Je pense que ça va siffler, ça va huer, je sais pas qui, mais il y a un mec qui va être ciblé, qui va péter un câble. Et puis voilà, donnez le ballon à JB, donnez le ballon à 4 pour les phases offensives. Les autres, mettez-vous le cul par terre défensivement. Et je pense que ça passe et que ça finit la série en 4-1. J'étais pas spécialement confiant en début de série, mais tu as eu ce scénario qui fait que forcément, une série de playoffs, c'est long, c'est une série Netflix. Il y a des rebondissements, quoi. Il y a des rebondissements. Et là, tu as cette chance de rentrer à New York en menant 3-1 dans ces deux... Je préfère préciser, dans ces deux scénarios des deux derniers matchs. Dur à encaisser pour Détroit.
3. L'histoire, la narrative de cette Ouais. série, elle est importante en fait. Elle est Ouais. importante au-delà des scores, des matchs, Ça au-delà serait- des stats de chacun des joueurs. ça serait une équipe C'est de aguerrie. voir comment tu gagnes, comment tu perds et comment tu rebondis Ça derrière. serait une quoi. équipe, tu sais, façon Wizard, façon Warriors. Le Tu Wizards, vois, ça fait longtemps qu'on ne a pas vu en playoff. ouais, non, façon Warriors, c'est-à-dire une équipe aguerrie au playoff, qui connaît ça, tu vois, qui sait Ouais, comment. ouais. Toi, tu te dis, bon, ok, game, Là, il y a la jeunesse. voilà, Il y a là, la jeunesse de cet effectif. pas facile. Non pas qu'il n'y ait pas des vétérans, mais la jeunesse de cet effectif. Ça avait été compliqué sur le match 1 au Garden. Donc, ouais. Écoute, j'espère que tu ne te tromperas pas cette fois. Hein parce que l'autre fois, tu étais plutôt sur une approche de 2-2 et ça aurait été tout à fait Franchement, possible. franchement, Parce que les matchs étaient tellement accrochés que voilà, il faut rester jusqu'au bout du bout pour savoir on pourrait l'ultime être- seconde. on pourrait être à 3-1, hein. À Ouais, 1-3, à 1-3. on Ouais, pourrait ouais, être à 1-3. Donc attention, c'est pas... Tout est possible. Mais quoi qu'il arrive, là où tu as raison, et je te le dis tout de suite, c'est que la série se terminera à New York. Parce que si elle se termine pas au match 5, elle se terminera au match 7, ce sera à New York. Mais moi aussi, j'ai envie que cette série se termine en 5 matchs. 4-1, c'est très bien. Ça sera peut-être accroché parce que ça a été tout le temps accroché. Et l'histoire du blowout, il faudrait qu'il n'y ait pas d'adresse côté Détroit. Il y a eu des cas où il n'y a pas eu d'adresse. Effectivement, il n'y en a pas trop. Bisley et Hardaway sur le match 4, c'était pas très adroit et pour autant, ils ont réussi à trouver des solutions. Ouais, j'en sais rien comment on va gagner, mais oui, j'ai envie qu'on gagne à New York au match 5. Comme ça, on rejoint tout de suite les Celtics. Et on passe à ceux qu'on attendait depuis un tout long début de saison, à savoir cette confrontation avec les Celtics, parce que c'est ça qu'on attend. C'est là où on a envie de voir si cette force de caractère, parce que les Knicks en ont quand même du caractère, gagner au match 3 à Boston. Oh le lapsus. Gagner au match 3 à Détroit, c'était quand même une sacrée façon de réagir. Il y avait de la critique, ils ont tous répondu présent. Alors oui, les rotations sont courtes. Oui, on va pas jouer à 15 joueurs. Au mieux, on va en mettre 9. Au mieux, on va en mettre 9. Et avec un temps de jeu, Shamet, ça a un peu disparu en ce moment. Campaign, j'ai pas compris son utilisation au match 2. Oui, il y avait des fautes, mais il aurait très bien pu dépanner quelques minutes. Complètement. Ça, je comprends pas. J'ai dit, Et on connaît ses capacités de shoot aussi à 3 points. Il peut faire des choses. Il peut apporter des choses. On n'aime pas, mais il peut apporter. Mitch, il va jouer, Mitch. Il va jouer. Il fait ses apparitions dans les line-up défensives ou pas. Voilà, on coach un peu en mode foot US. Mais il va être présent. Et puis McBride, on n'en a pas trop parlé. Pour l'instant, il n'y a pas eu de McBride game. Hein. Il n'y a pas eu de moment où il nous a fait dire « Ah, ça y est, McBride, c'est ça qu'on voudrait te voir faire à chaque match. » C'est un peu de scoring en sortie de banc, ça manque un peu. Mais ce sera peut-être pour le match 5. Qui sait. Ou alors il se réserve pour la série d'après. En tout cas, moi aussi, je vais partir sur une qualification des Knicks au match 5. 4-1, ça serait très bien. Ça permettrait de souffler entre guillemets un petit peu en attendant de connaître le calendrier qui va attendre les Knicks derrière. Et puis ça montrerait que voilà, les Knicks ont réussi à maîtriser leur sujet malgré que ça soit une équipe des Pistons très accrocheuse et avec un effectif qui aura réussi sa saison côté Pistons, même s'ils se font éliminer 4-1. Est-ce qu'ils vont pousser la série jusqu'à Détroit? Est-ce que les Knicks pourraient se qualifier à Détroit? Ça paraîtrait plus compliqué, mais les Knicks ont montré du caractère. Même si des fois on a l'impression qu'il en manque dans cette équipe, que c'est pas la même âme. Ils ont montré une force, un sérieux, et j'espère qu'ils vont le garder jusqu'au bout sur cette série parce que réellement les échéances elles sont pour après. Et voilà, il faut qu'on termine à la maison sereinement en patron. Cet homme, t'inquiète pas. In GB we trust. Il va recadrer tout le monde et ça va finir à la maison. Voilà, ça va faire 4-1 et... Mais cette équipe de Détroit n'empêche, même si ça arrive, bravo à elle. Même si ça fait 4-1, même si on finit à la maison, même si ça fait 4-1, ça n'a pas la saveur d'un 4-1 où ils ont été dominés. Pas du tout. Les Knicks n'auront pas dominé cette série. Pas du tout. Est-ce que ça nous rassure ou pas pour la suite? Moyennement. Pas du tout. Pas du tout. Moyennement. On peut jouer physique, ça c'est sûr. Est-ce que c'est la solution pour taper Boston? Mais un match, 2 matchs, 3 matchs, 4 matchs? On verra. Chaque série a son histoire, sa narrative. En tout cas, déjà, finissons ça mardi et concentrons-nous sur ce match. L'équipe, je la crois capable quand même d'être focus. Elle a quand même, des joutes de playoff derrière elle. Donc voilà, c'est une équipe à l'expérience. Je pense qu'ils sont à même, avec le public derrière qui va pousser de ouf, finir cette série. Voilà, c'est tout pour nous.
Dites-nous en commentaire si vous voyez une qualification ou pas, en 5 matchs, 6 matchs, ou 7 matchs, ou une élimination d'Enix. Là, Il ça manque serait plus vraiment qu'un très, game. très tâche. Plus qu'un game, il manque. One more. Et puis après, on passe à la suite. Nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même endroit, même heure, KNF TV, vous connaissez. D'ici là, let's go Nix. Voisin du dessous, Allez, on y croit. on y croit. Si on n'y croit pas là, maintenant, à 3-1, c'est dur de remonter un 3-1, c'est dur. Mais ça s'est déjà fait. On verra. Allez, bonne semaine à toutes et à tous. Et let's go Nix. Ciao, ciao. Knicks in 5. Une